C'est, les donc l'objectif du webinaire, c'est de vous présenter, un certain nombre de contrôles à faire, dans le cadre de la participation à la campagne, ENC HAD. Et on a décidé cette année de faire un focus particulier sur, la justification des atypies et des écarts, puisque c'est un élément, qui, à nos yeux, est celui qui a encore le plus de progrès à réaliser globalement sur la campagne. Donc, on voulait vous donner un certain nombre de conseils et, et pour pouvoir justifier les atypies, les écarts. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc, on a 4 parties. On a une partie sur faire le bilan de la campagne ENC précédente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans l'esprit et dans l'objectif de justifier les atypies. Comment planifier la campagne cette année. Donc, un rappel sur le calendrier et sur la validation qui sera à faire au plus tard au 1er décembre. Ensuite, les points méthodologiques les plus importants justement dans le cadre des justifications des écarts et atypies. Et ensuite, on va voir un peu des exemples et les outils, les méthodes pour le faire. Donc, faire le bilan de la campagne ENC précédente, il est particulièrement important, alors pour ceux qui ont évidemment un historique, hein, de regarder dans le cadre de la campagne ENC donnée 2024, les recommandations du rapport de supervision, donc qui sont classées par les recommandations majeures au niveau d'Arcane, au niveau d'Aramis, puis après il y a les autres recommandations. Donc les recommandations majeures, c'est vraiment des points sur lesquels on attend une amélioration et des actions mises en place. Vous avez déjà normalement répondu lors du bilan préalable sur les actions que vous aviez mises en place dans le cadre de ces recommandations. Et puis, vous avez également donc sur la gestion documentaire al fresco une fiche RIV qui est la réunion de validation ATIH qui précise si éventuellement il y a d'autres recommandations à prendre en compte en plus de celle du rapport de supervision. Bon, c'est plutôt c'est assez rare qu'il y ait des recommandations ajoutées, mais il faut que tout de même le regarder s'il y avait des points complémentaires. Ensuite, ce que vous allez regarder, c'est par rapport aux recommandations éventuelles du rapport de supervision, eh bien d'aller voir où vous en étiez l'année dernière sur un certain nombre de tableaux de contrôle. Donc, je vous rappelle que quand vous ouvrez les tableaux de contrôle, notamment le fichier Excel avec tous les tableaux de contrôle. Vous avez dans ce fichier, en bas, des onglets qui sont de couleur bleu foncé sur fond bleu foncé. Ces onglets, ce sont les tableaux prioritaires. Donc, c'est ceux qu'il faut regarder en priorité. Vous avez, ce qu'on vous recommande, c'est de regarder un certain nombre de taux par rapport à l'objectif de la charte qualité, notamment ceux qui sont non atteints ou non optimum, parce que il y a des taux charte qualité. Si on prend par exemple les séjours et séquences sans passage d'intervenant, euh, la charte qualité en accepte 10% sans passage, mais en réalité on a besoin de comprendre, j'allais dire, l'intégralité des séjours, séquences sans passage. Donc, si vous en approchez des 10%, bien sûr, vous avez un taux charte qualité qui est atteint, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est satisfait si les pathologies, les MPP qui sont concernés nous paraissent peu pertinents. On y reviendra. C'est la même chose pour les séjours et séquences sans charge au domicile. C'est un point qui n'est pas dans la charte qualité, mais sur lequel nous, on attache une importance particulière, puisqu'on voit parfois se développer des taux en pourcentage, mais qui parfois représentent des nombres de séjours ou séquences assez significatifs, et pour lesquels on n'a pas toujours d'explication, et donc sur lesquels on voudrait comprendre s'il s'agit réellement d'une atypie ou d'une erreur d'imputation. Les points sur lesquels on va particulièrement insister, ce sont les 3 fichiers de justification des atypies. Donc, c'est des fichiers que vous allez regarder sur l'année précédente.
qu'est-ce que vous aviez comme atypie à justifier. Ceux qui nous sont particulièrement, sur lesquels on est parti en vigilance, c'est surtout l'analyse des SA intervenant en atypie, hein, puisqu'évidemment, c'est un des points qui est le plus significatif, euh, il s'agit surtout des intervenants en minutes ou en montant, et donc on peut voir par ces indicateurs-là, s'il y a des évolutions atypiques ou des coûts par rapport à l'échantillon atypique, ça nous intéresse particulièrement de comprendre les raisons. Et puis ensuite, on a le document 10, hein, l'analyse des GHPC en atypie, donc c'est les coûts moyens par GHPC qui sont en atypie, là encore par rapport à l'année précédente ou au référentiel. Et là encore, ça nous intéresse de voir dans quelle mesure les justifications étaient suffisantes l'année précédente et si on va retrouver le même type d'écart ou des écarts sur des GHPC complètement différents. Donc une fois que vous avez vu ces éléments sur la campagne précédente, on va regarder maintenant il faut planifier. Alors vous l'avez déjà certainement fait puisque on est proche de la date du 30 juin, qui est la date euh, sur laquelle vous êtes engagé à faire une première validation, hein. Donc c'est certainement un certain nombre d'entre vous ont déjà fait ces validations. Donc, par rapport à ça, vous avez certainement planifié les différentes dates, mais on souhaitait surtout vous rappeler euh, l'échéance évidemment du 30 juin pour une première validation euh, acceptable, hein. On peut avoir une première validation où bien sûr tous les taux ne sont pas parfaits, avec des éléments à améliorer, mais c'est déjà un premier point de départ. Sur la base de cette validation, le superviseur qui vous accompagne va faire ce qu'on appelle un bilan intermédiaire et donc va vous communiquer ses retours et voir les points d'amélioration. Et puis, on aura ensuite l'échéance de la dernière validation, donc au 15 septembre, si vous voulez valider la validation anticipée, hein, qui permet d'avoir un- une, euh, une prime quelque part variable de dépôt anticipé dans le cadre de la subvention ENC pour les établissements ou bien au plus tard le 30 septembre. Sachant que rien ne vous empêche de le faire avant. C'est à vous de vous coordonner, c'est ce qu'on fait lors des bilans préalables, de vous coordonner par rapport à ce que vous avez prévu comme plan de charge et aux dates lors desquelles vous avez prévu les validations. Et comme toujours, de vous accorder avec le superviseur sur ces périodes-là. Comme ça, il pourra vous faire des retours assez rapides puisque c'est vraiment très efficace d'avoir des allers-retours dans un temps assez contraint, ce qui permet d'avoir le dossier en tête, de faire les modifications de façon très réactive. Donc, nous, les superviseurs peuvent réellement être très réactifs à partir du moment où on l'a planifié. Et ça permet ensuite, comme l'ont déjà fait, il y a déjà un établissement qui a validé sa campagne ENC je sais qu'habituellement, euh, avant la fin juillet, on a un certain nombre d'établissements qui valident la campagne. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre, mais bien sûr, si vous voulez le faire avant, c'est tout à fait possible. Il suffit de coordonner et d'avertir votre superviseur. Donc cette année, il y a une particularité qui vous a été rappelée lors de la réunion de lancement et récemment, je crois, par un courrier de la TIH. C'est-à-dire qu'au 1er décembre, ce sera la date limite de validation. Vous ne pourrez plus après faire de dépôt et valider sur la plateforme ENC par rapport à au désengagement de ça. C'est donc au changement technique. Donc ça sera vraiment une contrainte technique et non pas qui nous empêchera de valider et de travailler sur vos dossiers si vous ne les déposez pas avant le 1er décembre. Donc soyez vigilants par rapport à cette date. Par rapport à la planification de la campagne ENC, la première étape, peut-être pas forcément, elle sera peut-être pas forcément atteinte dès le premier dépôt, hein, mais vous avez un certain nombre de taux de suivi. Donc, je vous ai remis ici les tableaux 2.4, 5 et 6. Ces taux de suivi qui sont vraiment essentiels puisque c'est de savoir si à chaque séjour, vous avez rattaché les bonnes dépenses d'intervenants suivis en minutes, en montant et de montants au domicile, spécialités pharmaceutiques, consommables, etc. Donc, par rapport
à au travail que vous allez faire dans les justifications, il faut, il faudra effectivement que vous ayez ces taux conformes à la charte qualité, voire même davantage si vous pouvez. Et une fois que vous avez ces taux stabilisés, vous pouvez travailler sur les fichiers des ATP qu'on a vus, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les SA intervenants, SALM, LGG. Donc, ça vous, parce que si vous n'avez pas les bons taux de suivi, et qu'il y a des éléments à modifier, eh bien, nécessairement, les fichiers d'ATP et ça intervenants vont bouger. Donc, ça sert à rien de travailler dessus tant que vous n'avez pas stabilisé cette première partie en ajustant, s'il le faut, les fichiers Aramis, en ajustant, s'il le faut, des éléments d'arcane, de code-part de TP. Donc ça, c'est vraiment essentiel de d'abord fiabiliser ces éléments. Une fois que c'est fiabilisé, vous pouvez travailler sur les SA intervenants, les ATP DSA intervenants et DSA LMLGG. Et lorsque vous atteignez vraiment ou que vous êtes quasiment à votre dernière validation et en accord avec le superviseur, lorsque le superviseur vous dit effectivement que, que dans son retour, il reste très peu d'éléments à justifier ou à valider ou à améliorer, et bien à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler sur les GHPC en atypique. Donc là, vous aurez la liste des GHPC dont le coût est atypique et on verra les différentes méthodes pour aller creuser et comprendre les atypies, voire ajuster s'il y a lieu euh, les fichiers Aramis, euh, des éléments éventuellement d'erreurs qu'il faut corriger. Donc, quels sont les points méthodologiques les plus importants? Donc, effectivement, ce webinaire, euh, on a aussi vocation à vous rappeler un certain nombre de points essentiels que le superviseur va regarder et qu'il faut que vous validiez avant de travailler sur les atypies, hein. Donc, on va faire un tour d'horizon des, des tableaux de contrôle les plus importants à notre sens. On n'a pas repris l'ensemble des tableaux de contrôle prioritaires, ceux qui sont en bleu foncé, mais on a pris un certain nombre juste pour vous rappeler. C'est ceux sur lesquels on a le plus souvent des questions auprès des établissements. Donc pour commencer, la charte qualité. Donc la charte qualité, vous l'avez dans la convention qui a été signée, hein. Euh, Elle vous rappelle donc d'abord pour les séjours, pour les charges au domicile du patient, vous avez donc enfin, il y a deux éléments. D'abord pour les intervenants, les charges c'est la page d'après. Pour les intervenants, vous avez donc des taux de suivi en pourcentage qui doivent être de 90% à partir du moment où vous n'êtes pas dans votre première année de campagne. Donc, pour les intervenants suivis en montant et suivis en minutes. Sur les suivis en minutes, c'est sur la globalité des intervenants, donc c'est le total de tous les intervenants, alors que sur le suivi en montant, c'est sur chaque ligne. Et donc, soyez particulièrement vigilants. Parfois, il y a des lignes avec des faibles montants, de type pédicure podologue, ou d'autres professionnels. Et si là-dessus, vous avez un taux inférieur à 90%, mais, eh bien, ça sera considéré comme non conforme à la charte qualité. Vous avez les séjours avec passage d'intervenant, effectivement, on a dit 90%, donc 10% sans passage d'intervenant qui sont tolérés, euh, bien que ce taux évoluera donc pour les données 2026, hein, donc l'année prochaine. Euh, pour les séjours qui font plus de 48 heures, il sera attendu au moins 95% des séjours avec passage d'intervenant. Effectivement, on se rend compte que sur les séjours sans passage d'intervenant, on est en général majoritairement sur des séjours de moins de 48 heures. Et donc, si il y a un taux important de séjours de plus de 48 heures sans passage d'intervenant, bien, ça sera effectivement non conforme. Sur les charges au domicile, voilà, on a une nouveauté cette année sur les spécialités pharmaceutiques, liste en sus, eh bien, on passe de 90 à 95% d'exiger en termes de taux charte qualité. Lors de la prochaine campagne, pour les données 2026, on sera à 98%. Effectivement, sur ce point, c'est particulièrement exigeant. Là encore, si vous avez des catégories de dépenses avec des valeurs, des montants assez faibles, eh bien,
s'il en manque dans votre suivi au séjour, dans Aramis, eh bien ça peut potentiellement vous faire un taux en dessous de la charte qualité, donc soyez particulièrement vigilants sur ce point-là. Pour cette campagne donnée 2025, on n'a pas de nouvelles consignes de campagne. En revanche, les points de vigilance qui nous ont été demandés par la TIH en termes de supervision sont d'être vigilants sur les séjours sans passage d'intervenant et sans charge au domicile. Donc c'est effectivement d'où l'orientation et le focus de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors justifier les atypies et les écarts. Euh, Premier point, c'est vraiment un point qu'on répète sans arrêt et on a encore des dossiers qu'on doit vérifier sans que ce point préalable soit validé. Vous avez un tableau 2.3 et un tableau 2.2 qui comparent les données saisies entre Arcane et Aramis et il faut qu'ils soient parfaitement alignés. Il faut réellement que le montant entre les deux, la colonne soit parfaitement à zéro. Alors parfois on a des petits pourcentages, mais ça représente parfois des montants en euros qui sont significatifs. Là, il faut réellement qu'on ait des colonnes strictement à zéro. Ça veut dire que lorsque vous faites des ajustements sur Aramis ou sur Arcane, eh bien, il faut absolument les reporter dans les différentes itérations de validation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sinon, après, les tableaux de suivi ne seront pas, ne pourront pas être exploités correctement. C'est vraiment un point à vérifier à chaque validation. Sur les tableaux de contrôle, si vous le faites en téléchargeant le fichier Excel qui contient tous les tableaux de contrôle, c'est particulièrement la façon dont c'est pensé, c'est que vous les faites vraiment en partant du premier onglet le plus à gauche et vous les déroulez jusqu'au dernier onglet à droite. Et donc en faisant ça, vous allez remonter cette pyramide des contrôles hein, qui correspond à des tableaux euh, je dirais, de cohérence entre Aramis Arcane, de cohérence vraiment des contrôles très globaux et généralistes, mais qui sont essentiels. D'où les fameux tableaux qu'on vient de voir, qui sont les tableaux de contrôle du chapitre 2. Et puis ensuite, vous allez progresser progressivement, soit sur les parties PMSI avec les tableaux 3 et 4, puis sur les tableaux de 5 à 13, sur les recueils au séjour hein, de coûts, de, de, de temps affecté des intervenants ou de montants, puis le coût des différentes sections d'analyse. Et enfin, on arrivera sur les coûts des séjours, les coûts des GHPC qu'on verra dans les tableaux de contrôle 14. Donc, un des points essentiels, et c'est ce dont on disait qu'il faut que ces tableaux soient stabilisés et soient à des taux de suivi acceptables avant de travailler sur les fichiers d'ATP. Typiquement, on a donc le tableau 2.4 qui est le taux de suivi au séjour des montants par type de dépense. Donc sur celui-là, eh bien, il faut que le taux de suivi de chaque ligne catégorie de dépenses soit conforme à la charte qualité. C'est là que la liste en sus est passée à 95%. Puis ensuite, vous avez sur chaque ligne un taux de charte qualité qui est indiqué. Donc là, il faudra autant que possible atteindre ce taux de charte qualité, voire le dépasser. Hein. Certains d'entre vous atteignent vraiment des taux de suivi ligne par ligne et au global de près de 80-90%. Donc ça, c'est tout à fait intéressant pour avoir une répartition des charges au domicile la plus fine possible au séjour et donc au GHPC. Donc, si vous aviez des taux inférieurs, il faut réellement revoir vos données. Et si vraiment il y a une impossibilité de les atteindre, eh bien, il faudra nous apporter des justifications solides. A priori, vous, en général, c'est un point que vous arrivez à valider ce tableau-là. Vous avez ensuite le tableau 2.5. Donc là, on est sur le taux de suivi des intervenants suivis en minutes. Hein. Donc sur cela, c'est là où le taux charte qualité, il est au global. Hein, c'est la ligne totale qu'on va regarder, hein, qui va être pour lequel on attend un taux de charte qualité de 90%. Donc,
Voilà. Oui, Monsieur Coche, désolée, je vous coupe parce qu'en fait, on a une question en même temps. Donc, ok. Je les vois pas, euh, donc vous faites bien. oui, voilà, c'est pour ça que je me permets. La question, c'est les tableaux 1 et 2 doivent être corrects au niveau des taux au 30 juin. C'était une question. Voilà. Alors, à ma Euh, connaissance, non, à ma connaissance, il faut que, enfin, vous me corrigez si je me non, trompe, non, mais c'est ça. il faut qu'effectivement, la première validation doit être complète, c'est-à-dire que vous devez avoir complété tous les fichiers qui sont attendus de vous, les fichiers Aramis, les fichiers Arcane, enfin voilà, tous les onglets doivent être complétés. On doit avoir des données qui sont exploitables, hein. C'est pas complété pour avoir des données complètement incohérentes, mais par contre, vous pouvez tout à fait ne pas atteindre les taux charte qualité euh, pour les données de la première validation. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si votre première validation, elle est ce qu'on appelle conforme euh, conforme, c'est-à-dire exploitable, et dans ce cas-là, on considère que cette première validation, elle est valable. Si elle n'était pas valable, rapidement, le superviseur vous dirait, voilà, elle n'est pas valable, il faut faire une autre validation qu'on considérera comme la première validation valable pour, par rapport à la charte, à la convention, par rapport à la date de première validation. Tout à fait, ouais, je complète. Donc oui, tout ce qu'on demande, enfin au niveau ATIH, c'est que vous ayez envoyé des données au 30 juin qui soient exhaustives, donc c'est-à-dire que vous ayez complété Aramis et Arcane. Et voilà, après les taux qui ne soient pas atteints, le but c'est qu'à la fin, à votre dernière validation, voilà, les taux soient atteints, enfin si possible. Et mais c'est à la dernière validation. Merci. Très bien. Donc, si on revient aux intervenants suivis en minutes, le point qu'on regarde particulièrement, parce qu'on peut avoir des taux de suivi très très bons et parfois on a des 100% parfaits, bon voilà, je dois dire que ça, c'est des points sur lesquels on va être encore plus vigilant, c'est la répartition du transport, c'est-à-dire qu'on veut pas que le transport soit la variable d'ajustement, donc on va regarder la part transport, est-ce que son évolution par rapport à la campagne précédente, elle semble cohérente, et est-ce que cette part de transport aussi en global, en pourcentage du temps, paraît raisonnable et derrière, on va aussi regarder les tableaux de coût du transport puisque ils vont provenir notamment de cette répartition-là. Si vous avez bien sûr des taux supérieurs à 100%, on demandera une justification réellement d'avoir l'explication de ce taux. Et si le taux, même si le taux charte qualité ici porte sur le total, cette charte qualité prend quelques éléments isolés, effectivement particulièrement significatifs et importants de l'ENC, mais nous on va regarder l'ensemble des indicateurs et donc pour être amené à vous dire sur telle ligne, on a du mal à comprendre pourquoi le minutage n'est pas exhaustif ou alors pourquoi le minutage est très supérieur. Donc ça, vous devrez nous apporter des justifications, faire des corrections le cas échéant. Donc en particulier, euh, les points que je viens de vous expliquer, hein, effectivement, lorsque vous avez un intervenant, un ETP d'intervenant qui habituellement est au domicile du patient, eh bien, on va regarder la quote-part que vous avez attribuée comme la part au domicile du patient, donc dans Arcane, la part attribuée au transport et éventuellement les quotes-parts attribuées aux charges de coordination, hein, les BCMSS, on verra tout à l'heure, soit pour les temps de coordination, information, réunion, euh, soit s'il s'agit par exemple ou de la psychologue, salarié, du temps passé au bureau par rapport au temps au domicile. Donc ça, effectivement, c'est les points que l'on va regarder. Là encore, si on voit que les temps de coordination ont fortement gonflé, on ne veut pas que ça soit non plus la variable d'ajustement pour atteindre les taux charte qualité. Donc, quelque part, en lien avec ce taux de suivi des intervenants suivis en minutes, vous avez le coût horaire des intervenants suivis en minutes, hein. Euh, donc ça, c'est particulièrement aussi intéressant à regarder,
puisque de toute façon, ça sortira en atypie et ça avec des justifications d'atypie des SA intervenants, si vous avez un coût horaire soit qui explose ou par rapport à l'année d'avant ou à l'inverse qui diminue très fortement, soit s'il est en écart très fort par rapport au coût moyen de l'échantillon N-1. Donc effectivement, là-dessus, euh, une fois qu'on s'est assuré qu'on a bien reporté dans Arcane et dans Aramis le même nombre d'heures, donc on peut exploiter ces tableaux, eh bien, il faut qu'on aille regarder aussi comment les ETP ont été répartis entre domicile, transport, euh, si vous le souhaitez, je vous fais aussi, je vous conseille, vous pouvez regarder le webinaire de l'année dernière, donc NCHAD, qui portait spécifiquement sur la préparation des données et sur ces ventilations d'ETP entre les différentes sections euh, et les contrôles qu'il y a à faire si vous avez des atypies sur ces éléments-là. Donc vous pouvez le regarder, il avait vraiment un focus particulier sur l'exploitation des fichiers Aramis, des intervenants minutes ou montants. Donc là, les coûts horaires, pour nous, c'est particulièrement important puisque, en particulier pour les salariés, euh, on considère que s'il y a des variations importantes, on va devoir comprendre quel est le contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Pour les intérimaires, effectivement, on peut comprendre qu'il peut y avoir des coûts un peu plus variables, mais pour les salariés, effectivement, ça sera un point sur lequel on sera assez vigilant. Euh, on a le tableau 11 donc sur les coûts de BCMSS, hein, donc de bilan de coordination médicale et sociale des soins. Euh, sur ce coût-là, ce que l'on va regarder effectivement, là les différentes sections BCMSS vont être rapportées à la journée hein, de réalisée HAD. Et ce que l'on va regarder, c'est dans quelle mesure le coût, par exemple, de la deuxième ligne, hein, BCMSS charge d'intervenants pour les temps de coordination, comment ce temps évolue. Et pour nous, ça sera important de comprendre s'il y a une évolution par rapport à l'année précédente, à quoi elle peut être liée. Donc, c'est là où on attendra des explications de contexte qui expliquent l'évolution à la hausse, à la baisse de ces charges de coordination. Ces charges de coordination, on les reliera aussi particulièrement en fonction de votre recours à des salariés. Si vous avez très peu de salariés, euh, il est fort probable que cette partie-là sera très inférieure à la moyenne de l'échantillon que l'on a ici. Donc là, c'est un point sur lequel on a souvent des questions des établissements qui disent je vois pas comment je peux justifier par rapport à l'échantillon, je ne sais pas comment sont les autres, etc. Bon. Donc le, un des points sur cette ligne-là que vous pouvez mettre en avant, c'est que si vous avez un recours à des intervenants externes, des libéraux, des sous-traitances SMR pour l'achat des réadaptations, eh bien effectivement, vous avez peut-être moins de temps de coordination, puisque là, il s'agit des temps de coordination des intervenants habituellement qui travaillent au domicile. Donc ça, pour nous, c'est un point qui est important. Et si vous avez un changement si vous avez un usage mixte à la fois de salariés et de libéraux, eh bien, s'il y a un changement quelque part dans la répartition entre ces deux types d'intervenants, ça peut éventuellement euh, expliquer votre variation d'une année sur l'autre. Et puis, ça peut aussi expliquer votre positionnement en termes de coût par jour par rapport aux autres établissements, la moyenne de l'échantillon. De la même façon, pour au niveau assistant social ou personnel autre, selon les personnels que vous avez ou pas, si vous avez peu d'assistance sociale, et bien, effectivement, vous aurez un coût très inférieur. Donc, en tout cas, si vous avez des recrutements sur ces sections, voilà, il faudra nous le signaler en nous disant sur le personnel autre, on a eu tant de TP en plus ou en moins par rapport à l'année précédente qui représente tel ou tel métier. Donc, ça viendra nous expliquer de quelle façon ce coût à la journée a évolué. On sera effectivement beaucoup plus, à partir du moment où vous nous décrivez les métiers des personnels qui sont dans ces sections-là, euh, pour nous, ça sera beaucoup plus simple à justifier s'il y a des écarts, et en particulier par rapport à l'échantillon, on sait très bien qu'il y a des structures qui sont
très en écart par rapport à l'échantillon selon le personnel qu'elles ont sur ces sections. Juste un rappel assez rapide, mais je voulais que vous l'ayez sur le support parce que c'est réellement un point sur lequel on est vigilant. On veut là aussi vérifier que dans les sections de détail BCMSS, on a réellement bien les intervenants qu'il faut. Euh, et si certains de ces intervenants interviennent aussi à domicile, eh bien, il faudra mettre une quote-part de leur temps dans les SA intervenant au domicile. Donc, effectivement, euh, on a du personnel qui est là pour la partie coordination, pour la partie la quote-part attribuée aux réunions, aux formations. Euh, donc c'est ces points-là que vous allez pouvoir mettre dans ces sections. On va regarder donc sur la première sous-section BCMSS, celle dédiée aux médecins, infirmiers, coordinateurs. Et bien là-dessus, euh, vous allez mettre effectivement médecin, co-infirmier, coordinateur, cadre infirmier, qui remplissent des fonctions de direction, de gestion du personnel soignant. Et vous allez mettre aussi, c'est précisé dans la consigne de campagne, les infirmiers de liaison que vous avez, qui sont soit en lien avec les établissements, notamment MCO, les EHPAD, qui vont vous adresser des patients. Ensuite, sur les charges d'intervenants pour les temps de coordination, on en a déjà un petit peu parlé. On est vraiment sur une quote-part des intervenants salariés travaillant habituellement au domicile des patients pour la phase de coordination médicale, soignante et sociale, donc des réunions, des formations, des activités de la vie institutionnelle, des comités des réunions. Donc ça, c'est cette quote-part-là que vous allez affecter. Donc plus vous avez des salariés, plus potentiellement vous avez des charges importantes sur ces temps de coordination. Et là, en fonction des organisations, c'est vrai que cette part-là, elle peut être vraiment très différente d'un établissement à l'autre. La coordination des intervenants libéraux, elle peut également s'inscrire dans cette section. Euh, il me semble que c'est quand même extrêmement rare, puisqu'il faut qu'elle soit significative, qu'il y ait des charges facturées, donc c'est par essence un peu plus difficile et extrêmement rare sur cette section. Donc nous, s'il y a des évolutions d'ETP et de charges cette section, on aura besoin de comprendre le contexte et ça sortira également dans les SA à justifier. Pour l'assistance sociale, eh bien, l'ensemble des charges du ou des assistantes sociales sont à affecter sur cette section. Euh, précise que si vous avez d'autres champs MCO, SMR, eh bien, la quote-part assistante sociale, elle ira en LGG. Donc, si c'est votre cas, il y a effectivement un point à différencier sur l'activité HAD, assistante sociale. Sur le personnel autre, donc là, il faut vraiment que tous les établissements mettent bien les bons intervenants, sinon on se retrouve avec des choses qui sont pas homogènes. Donc, on va retrouver ici les secrétaires médicales, on va retrouver aussi les psychologues salariés pour la partie passée au bureau. Donc, s'il y a une quote-part qui est passée au domicile, cette quote-part du psychologue en ETP, vous allez l'affecter sur une SA intervenant psychologue et le reste de son temps, vous allez l'affecter euh, sur, euh, sur BCMSS, personnel autre. Soyez vigilants, parfois, les établissements qui atteignent pas le taux de suivi psychologue salariés et qui nous disent, mais en fait, il y a une partie passée au bureau, etc. Mais cette partie-là, en fait, elle doit aller dans le personnel outre et vice-versa. Si la psychologue intervient au domicile, doit avoir une partie dans sa SA intervenant. On arrive maintenant sur les séjours atypiques, séjours et séquences sans passage d'intervenant. Donc, ça, c'est effectivement un indicateur qui est suivi dans la charte qualité. On attend 90% avec au moins un passage intervenant. Donc ça veut dire qu'on accepte au maximum 10% de séjours ou de séquences sans passage intervenant. Donc là, dans ce tableau, il y a des éléments au fil des années qui ont été rajoutés, c'est-à-dire en plus de ce taux que vous allez observer dans l'année en cours, vous allez avoir évidemment le taux de l'année précédente, mais vous allez avoir surtout la part des séjours sans passage d'intervenant qui ont duré moins de 48 heures. Donc là, on voit dans cet exemple-là que c'est 94% des séjours et qu'effectivement, ça peut expliquer, en tout cas,
une partie, en partie, le fait qu'il n'y ait pas eu de passage d'intervenant, ce qui est particulièrement atypique pour une hospitalisation à domicile. Donc, vous avez aussi la durée moyenne sans passage d'intervenant, on voit 1,3, effectivement, c'est des séjours très courts. Et on voit aussi quel est le, le mode de sortie, hein, donc décès, mutation, transfert, domicile, par rapport à ces séjours sans passage d'intervenant. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder, c'est vraiment la cohérence par rapport à la liste des GHPC concernés, puisque à la suite, on va retrouver les GHPC qui n'ont pas eu de passage intervenant, donc on va pouvoir voir le profil des patients, les pathologies qui sont concernées. Vous avez, on le verra tout à l'heure, dans Visual ENC, qui est un outil que vous pouvez télécharger pour retrouver les séjours avec les numéros de séjour qui sont concernés. Ça vous permet ensuite de retourner au séjour et de voir si il n'y a pas des passages qui n'ont pas été tracés. Ça peut être des intervenants libéraux pour lesquels on n'a pas reçu de facture. Voilà, il peut y avoir différentes raisons euh, et qui peuvent vous permettre de corriger ces séjours pour lesquels les passages n'ont pas été relevés dans les fichiers Aramis et donc d'enrichir votre fichier Aramis pour être le plus exhaustif possible. Donc ensuite, on a le tableau des séjours séquences sans charge au domicile. Celui-là, il n'est pas dans la charte qualité, mais pour nous, c'est vraiment un point important. C'est assez rare ou dédié à certaines spécialités ou MPP, le fait qu'on n'ait pas de charge au domicile dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Donc là, on va regarder effectivement le nombre de séjours, le taux observé, la durée moyenne sans charge au patient, sans charge au domicile. Donc ça, c'est des points qui sont particulièrement importants. On va là encore surtout regarder la nature des GHPC qui sont concernés. On peut aussi retourner dans Visual ENC pour retrouver ces séjours et améliorer le recueil Aramis jusqu'à avoir le meilleur taux possible que vous pouvez atteindre. Donc là, le tableau, là on a le tableau juste en dessous dans le fichier Excel, c'est le 10.2b qui va nous dire quels sont les GHPC qui sont concernés par le fait d'être sans charge au domicile. Donc là, dans cet exemple, et on a pris cet exemple parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, on a des traitements intraveineux avec un certain nombre de séquences euh, qui n'ont pas de charge au domicile et on voit qui ont duré des séjours d'une journée. Euh, donc, autant un séjour sans charge au domicile, c'est très fréquent dans tout ce qui est lié à la maternité, hein, donc les MP, surveillance de grossesse à risque et postpartum pathologique. Autant c'est très rare pour les traitements intraveineux par essence, puisque pour pouvoir coder une séquence avec un mode de prise en charge traitement intraveineux, il faut qu'on ait un traitement intraveineux. Il peut pas être gratuit, donc par définition, on doit avoir des charges. On a aussi parfois le autre traitement, hein, un autre mode de prise en charge qui peut être pour lequel on voit une émergence un petit peu de ces séquences sans charge au domicile. C'est souvent, alors j'ai pris cet exemple, mais il y en a bien d'autres, hein, euh, des, euh, des traitements à base de fer qui se font sur une journée, espacés à chaque fois. Donc au total, on a 3 séjours d'une journée et donc isolés. Et on a compris qu'effectivement, un certain nombre de structures ont des soucis à rattacher la facture de chacune des administrations sur chacun des séjours. Donc, pour nous, c'est vraiment un point important. Si on trouve dans cette liste de GHPC des libellés de mythes de prise en charge sur lesquels des charges à domicile sont attendues, on aura besoin soit que vous corrigiez ou en tout cas à court terme d'avoir la TIPI, la justification pour que dès la prochaine campagne, ça soit corrigé. Sinon, on va vraiment avoir un, un écart en fait dans la base de coûts pour ces modes de prise en charge. Donc la façon de fonctionner, je vous le rappelle, mais sur les justifications des ATP, c'est que vous allez valider sur la plateforme
pouvez ensuite télécharger les documents, donc soit vous téléchargez le fichier zip avec l'ensemble des tableaux et dedans vous avez, on va le voir, des différents fichiers Excel avec les différents documents d'Atipi, soit directement sur la plateforme IENC, vous allez pouvoir sélectionner les documents 8, 9, 10 d'Atipi. Donc, l'idée, c'est réellement d'avoir des itérations. Euh, tant que vous avez des anomalies à corriger, vous les corrigez, vous renvoyez les données, et lorsque vous êtes satisfait de ce que vous avez atteint le maximum de précision que vous pensez pouvoir atteindre, et bien là, vous validez, et ça permet au superviseur de vous faire un retour, de vous demander éventuellement de corriger, d'améliorer certaines choses, ou bien de justifier, une fois que vous avez terminé cette phase d'échange avec le superviseur et que vous avez euh, fait les modifications demandées ou le maximum de ce que vous pouviez faire, eh bien, vous allez arriver sur la phase des justifications des ATP, où on va vous demander effectivement de compléter ces fameux fichiers d'ATP. Donc ces trois fichiers, on en a déjà parlé, hein, ça intervenant et ça sur les logistiques médicales et les logistiques de gestion générale, et enfin les GHPC en atypie. Donc vraiment l'objectif c'est d'avoir des explications pour comprendre si ces atypies elles sont liées à des trous dans la raquette qui font que certaines charges ou certains passages n'ont pas été pris en compte, ou bien si réellement on a une explication, puisque par définition on peut avoir des coûts particulièrement atypiques par rapport à des patients qui avaient des besoins, soit sur des molécules onéreuses, soit sur un nombre de passages ou des interventions particulièrement consommatrices de temps. Donc les atypies, ce sont pas forcément des erreurs, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on a besoin de documenter les raisons de ces coûts particulièrement en écart. Donc, sur le premier fichier d'Atipi qui concerne les SA intervenants en Atipi, eh bien, on va retrouver un certain nombre de contrôles que l'on a vu juste avant, hein. Donc, ça peut être des coûts horaires particulièrement en écart, notamment pour les intervenants suivis en minutes. Puis, sur les intervenants suivis en minutes, on a le coût par passage et le coût horaire. Pour nous, réellement, c'est vraiment le coût horaire qui est le plus important, même si les deux sont à justifier, parce que les passages peuvent être plus ou moins longs en fonction de toute une série de raisons, alors que le coût horaire est vraiment une mesure sur lequel on a en principe des coûts qui sont un peu plus proches entre établissements et d'une année sur l'autre. En fonction de l'évolution des pathologies des patients, on peut avoir des temps de passage qui varient, mais le coût horaire, en général, il suit une certaine inflation, des grilles conventionnelles, etc. Donc là, vous allez avoir sur chaque ligne de ce document, hein, pour ceux qui font le LC depuis longtemps, vous connaissez bien, mais vous avez l'ATP en question. Alors vraiment, vérifiez réellement, parfois vous avez par rapport à la référence ENC ou par rapport à N-1, répondez vraiment à la question. Parfois, la question, c'est par rapport à la référence ENC et dans la justification d'établissement, on a une justification par rapport à l'année précédente. Ce que je peux comprendre, parfois on a les deux atypies, mais si on n'en a qu'une, en tout cas sur chaque ligne, répondez à l'atypie qui est mentionnée. Sinon, assez souvent, après, nous, dans le commentaire du superviseur, on va, on, on va soit vous redemander de répondre à la question d'atypie, soit on va nous-mêmes expliquer que la réponse n'est pas sur la bonne ligne, mais en tout cas, on aura besoin de répondre réellement à chaque fois à l'atypie, soit par rapport à l'ENC, soit par rapport à N-1. Donc ensuite, vous avez la source, c'est-à-dire le tableau de contrôle dans lequel vous avez cette atypie. Donc typiquement, en principe, euh, avant d'arriver et de compléter ce fichier d'ATP, vous l'avez déjà vu quand vous avez parcouru les tableaux de contrôle et quand vous avez eu les échanges avec le superviseur, puisqu'il a vu que dans le tableau 8.2, il y avait un coût horaire qui s'affichait en couleur dans les tableaux de contrôle et qui était atypique. Donc ça, c'est des points que vous avez déjà vus. Vous allez juste à la fin
de votre travail de constitution de la base de coût de votre établissement, eh bien, expliquer la raison de cette atypie qui peut être tout à fait une atypie réelle représentant la réalité. On vous demande pas de coller à l'échantillon, hein. Au contraire, on vous demande en tout cas de coller à la réalité et d'expliquer s'il y a des écarts pour les comprendre. Donc voilà, l'ensemble des atypies possibles, hein, ça va être les taux de suivi, les coûts horaires, les coûts par passage pour les intervenants suivis en montant, puis ensuite les coûts BCMSS, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà les points essentiels qui ressortent dans ce fichier vide d'atypie. Donc sur les BCMSS, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, pour nous, c'est assez simple de justifier un écart par rapport à l'ENC dans les sections personnelles autres ou bien sur l'assistante sociale. Il suffit de dire que voilà, que vous avez mis les ETP qui correspondaient, que vous avez, par exemple, que vous n'avez pas de secrétaire médical, que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles votre coût est inférieur. Voilà. Ou, en tout cas, c'est juste de décrire euh, que en tout cas l'évolution par rapport à l'ENC, pour vous, vous avez mis les bons ETP dans cette section. Sur les BCMSS charges de coordination, là, là encore, si c'est par rapport à l'ENC, eh bien vous allez expliquer votre recours plus ou moins important par rapport à des salariés ou des libéraux, ou les éléments qui font que vous avez ces coûts de coordination en écart par rapport à l'ENC. Et par rapport à l'année précédente, là encore, si votre coût BCMSS charge de coordination a beaucoup évolué, bien l'idée c'est d'essayer de nous expliquer parce que vous avez dû faire des hypothèses pour ventiler une quote-part des ETP salariés sur ces temps-là. Donc on a besoin de comprendre pourquoi ces hypothèses ont changé, où est-ce que ça provient, en tout cas d'où vient cette hypothèse de répartition et comment vous l'avez fait évoluer d'une année sur l'autre. Ensuite, on a le fichier, le document 9, l'analyse des SA, logistique médicale et logistique de gestion générale. Donc sur celui-là, en général, on a beaucoup moins d'atypies, on a aussi moins de charges, mais on a beaucoup moins d'atypies que dans les autres sections. L'idée va être similaire au tableau d'avant. On va avoir le tableau de contrôle qui est concerné, l'atypie qui est concernée, là encore, si c'est par rapport à N-1 ou à la référence ENC. Et puis on va avoir aussi des références en termes de quartiles qui vont nous permettre de voir où se positionne l'établissement par rapport à la médiane et au premier et au troisième quartile. Donc si vous êtes inférieur au premier quartile ou supérieur au troisième quartile, eh bien, effectivement, c'est-à-dire que vous êtes largement en écart par rapport à l'échantillon. Donc je passe un peu plus vite parce qu'en général, c'est moins de problématiques sur ce deuxième. C'est vraiment le premier qu'on a vu et celui-là, l'analyse des GHPC en atypie. C'est vraiment sur cet exercice-là qu'en général, on a on va dire les justifications les moins poussées, les moins satisfaisantes au niveau de la supervision. euh, Parce que effectivement, c'est une partie du travail de l'ENC qui peut prendre beaucoup de temps, puisque en fait, sur chacune des lignes en atypie, derrière, il y a plusieurs patients. Et donc, si vous voulez vraiment creuser, eh bien, il faut remonter un certain nombre de séjours. Et c'est ce qui peut c'est ce qui peut, voilà, ça prend beaucoup de temps et malgré tout, ça fait partie du travail qu'on vous demande dans l'ENC. Donc, l'idée, c'était de vous montrer plusieurs approches qui vont vous permettre déjà à minima de donner un certain nombre de, de- d'explications de l'écart de coût. Donc, la première chose, je répète, c'est que vous pouvez avoir dans la description de la l'ATP un écart par rapport, alors c'est 50% par rapport au coût de référence ENC ou du coût N-1. Et donc là, à chaque fois, on va vous préciser si c'est sur les deux références que l'écart porte ou si c'est sur une seule des références. Et là encore, répondez bien aux deux s'il y a les deux et s'il n'y en a qu'une à celle qui est mentionnée. Donc, ici, on a aussi une vigilance particulière sur le nombre de séquences et le nombre de journées. Effectivement, plus vous avez un nombre important de séquences et de journées, plus on a besoin de comprendre, parce que ça veut dire que
Statistiquement, c'est assez représentatif. Il y a plusieurs patients derrière, probablement. Et donc, on a besoin de comprendre pourquoi cet écart est différent. Alors que si vous avez très peu de séquences, effectivement, vous pouvez avoir une séquence où, si c'est un traitement intraveineux, il n'a pas eu le même coût que les autres et il peut être particulièrement en écart inférieur ou supérieur aux autres. Donc, là aussi, si vous voulez faire une priorisation, effectivement, vous pouvez prioriser là où vous avez le plus de journées. Mais en tout cas, on attend pour chaque ligne une explication. Le, Ici, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est par exemple là sur le traitement intraveineux. C'est des coûts fictifs, hein, mais c'est juste illustratif. On voit qu'ici, on a un coût moyen à 1000 euros, que l'année précédente, le coût était à 460 euros et que le coût ENC est à 440. Donc effectivement, on est en fort écart par rapport à l'année précédente. Donc là, la première chose que vous pouvez faire, c'est vraiment une chose là, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de revenir au séjour. Vous allez aller regardez le tableau de contrôle 14.5b qui va vous donner la comparaison des coûts décomposés des GHPC par rapport au référentiel en valeur. Donc le A, le même tableau en A va vous le donner en pourcentage. Moi, je vous recommande d'aller chercher celui qui est en valeur, puisqu'en fait, la question qu'on se pose ici, c'est j'ai un écart de 560 euros par rapport à N-1 ou au référentiel, pardon, et je veux l'objectiver pour comprendre d'où vient cet écart. Donc cet écart ici de 560 euros, dans ce tableau-là, vous aurez dans le 14.5b tous les GHPC justement qui sont particulièrement en écart, donc en atypie, avec la décomposition de l'écart. Et là, lorsque l'on regarde les différentes décompositions, regroupements de sections, on se rend compte que c'est sur les charges au domicile qu'on a le plus gros écart, puisqu'on a 520 d'écart par rapport au référentiel ENC. Et que sur les autres sections, on a très peu d'écart. Donc, on voit ici tout de suite d'où vient cet écart. Donc, ça nous apporte déjà une première élément de réponse sur le fait que ça vient pas des intervenants, ça vient pas d'autres parties. Et donc après, vous pouvez aller dans un autre fichier, cette fois, qui est un des fichiers disponibles, qui est euh, les coûts décomposés détaillés par GHPC, hein, donc vous avez le nom ici. Dans celui-là, vous allez pouvoir voir l'intégralité des coûts qui sont dans les charges au domicile pour ce GHPC. Et donc là, on n'est plus en écart par rapport à l'ENC, on est réellement sur ce qui compose ce coût. Donc là, dans cet exemple, 620 de charges au domicile, et on retrouve une spé pharma en fiche compte de 500 euros. Donc là, ça nous permet de comprendre que finalement, euh, une grosse partie, enfin, l'écart repose sur le fait d'avoir une spé pharma. Et on voit que on est en traitement intraveineux, donc ces éléments nous donnent déjà des indications qui nous, sur lesquels on est habitué, c'est des GHPC sur lesquels on peut avoir des grosses variations selon les molécules des différents patients dans cette GHPC, dans ce GHPC qui ont été inclus, qui ont été pris en charge. Donc, donc là, lorsque l'écart est vraiment très important par rapport à l'ENC, on vous recommande d'aller voir dans Visual ENC, de remonter au séjour, parce que ça va permettre quand même d'apporter ces explications, vous verrez des exemples, pour dire, bah, dans ce GHPC, je retrouve des patients qui ont eu tel ou tel profil de pathologie et qui ont eu tel ou tel type de traitement avec des molécules qui coûtent tant à la journée. Donc ça nous permet de, 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 de comprendre en fait ces écarts. Donc vous avez là celui qu'on vient de voir, c'est donc le SHAD décombre détail. Vous avez aussi la version décombre GHPC qui là a moins de détails mais revient finalement à celui du 14.5 mais pour l'ensemble des GHPC. Le 14.5 que je viens de vous montrer, donc c'est celui-là, euh, ne porte que sur les GHPC en atypie, ceux pour lesquels vous allez devoir apporter des justifications. Celui qui se retrouve ici en document 11 eh bien, porte sur tous les GHPC que vous réalisez dans votre établissement. Donc,
c'est des éléments que vous pouvez utiliser globalement pour comprendre les coûts dans votre établissement donc plus large que 14,5. Des exemples de commentaires particulièrement qualitatifs, hein, il y a plusieurs structures qui répondent de façon tout à fait détaillée, extrêmement enrichissante pour après l'exploitation qui va être faite de la base de coûts euh, aux, aux atypies de GHPC avec des commentaires. Donc là c'est des versions un peu modifiées de ce qu'on a pu trouver, mais c'est des choses réelles, hein. Donc, on nous explique par exemple qu'ici on a des coûts de consommables très élevés, plus de 1 000 € pour 3 jours, avec des sets de drainage pleural. Ensuite, on a sur un GHPC de chimiothérapie anticancéreuse. On nous explique, c'est assez intéressant de nous dire combien de séjours sont concernés, voilà, combien de patients différents sont concernés. Là, on a 2 séjours concernés pour des prises en charge de Vidaza, un médicament qui a plus de 150 € par jour en molécules coûteuses. Et puis, un autre exemple sur des soins de nursing lourds. Là, on a un patient grabataire avec un coût d'IDEL par jour extrêmement élevé, plus des passages d'infirmières salariées d'en moyenne 1 heure, plus des passages d'aides-soignants salariés d'en moyenne 1 heure et demie, plus location de la VAC avec un coût moyen de 40 € par jour, etc. Donc, c'est des éléments réellement qu'on a et qui sont particulièrement utiles pour comprendre voir que vous êtes allé au bout de ces séjours, que ces coûts sont tout à fait le reflet de la réalité. Puis ça permet aussi de comprendre lorsque sur certains GHPC, il y a une dispersion très importante, hein, notamment liée aux molécules administrées. Ça nous permet quand même de voir revenir au fil des différents fichiers de justification d'établissement des choses récurrentes et de comprendre un petit peu les atypies qui seraient les plus fréquentes. Ça, c'est vraiment voilà, le type de commentaires qu'on attend idéalement de votre part. Alors, comment ça peut être fait? C'est-à-dire que là, réellement, pour faire ça, il faut aller retourner au séjour lorsqu'il y a des GHPC avec des coûts particulièrement atypiques, hein. C'est vrai que là aussi, dans la priorisation, si vous avez on a vu tout à l'heure que le coût, il apparaissait dans la justification des atypies s'il s'écarte de plus de 50% par rapport au coût ENC ou au coût N-1. Effectivement, plus la variation est importante, si elle est à 51%, effectivement, c'est un peu moins prioritaire, alors que si elle est à plus de 100% d'écart, effectivement, là, particulièrement, on va être vigilant ça va être particulièrement important pour nous de comprendre euh, la raison. Et donc, si vous voulez prioriser effectivement le- l'écart les plus importants et là où vous avez le plus de volume de journée, c'est CGHPC, vous allez pouvoir utiliser Visual ENC pour remonter au séjour. Il y a des établissements qui le font pour tous les GHPC en atypie, selon le volume de dossiers à, à étudier et pour lequel voilà, vous allez être plus ou moins exhaustif selon ce qui est faisable. Donc ça, c'est vraiment VisualNC, un outil que vous pouvez télécharger sur le site de la TIH. Il y a que les établissements qui peuvent y accéder, hein. Donc nous, en tant que superviseur, on ne peut pas y accéder, mais on nous a fourni un certain nombre de copies d'écran. Donc là, vous avez les fichiers en sortie de Visual UNC, donc, qui vont vous donner un certain nombre de listes de séjours. Donc, le premier, la base de coûts, mais après, on voit les séjours en atypie du tableau 10.1, 10.2, voilà. Donc, vous avez le nom des fichiers, donc séparateurs de virgule, qui sortent en sortie de Visual NC, sont en général particulièrement assez explicites. Euh, Sur la base de coûts, on a le coût décomposé de chaque séquence. Donc ça peut pour vous être intéressant puisque vous allez aller encore plus finement que les tableaux qu'on a vus de coûts décomposés de GHPC. Donc là, ça sera encore plus fin. Euh, donc vous allez voir ici pour chacun des séjours pour un GHPC donné l'ensemble des coûts et c'est là où vous allez pouvoir éventuellement voir des montants particulièrement importants si c'est un surcoût par exemple que vous cherchez. Vous allez voir ici un certain nombre de coûts
qui vont permettre d'aller chercher spécifiquement les séjours qui semblent atypiques. Parfois, il y a quelques séjours qui vont faire notamment exploser le coût au domicile par rapport à une molécule qui est particulièrement coûteuse. Euh, voilà, les listes de variables, je vous les ai mis mais c'est quelque chose que vous pouvez télécharger dans Visual MNC, donc je vais pas passer plus de temps dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ensemble des séjours ou séquences en atypie qui sont listés dans les autres fichiers. Et donc, voilà, par exemple, le tableau 10.1, c'est les séjours et séquences sans passage d'intervenant. Et là, dans celui-là, vous allez avoir directement les numéros de séjour HAD sur lesquels vous pouvez, qu'il faut regarder dans, pour pouvoir comprendre les raisons en fait des coûts. Vous avez la même chose, le 10.2, c'est les séjours et séquences sans charge au domicile du patient. Là, vraiment, vous allez entrer dans le détail dans, pour un GHPC de l'ensemble des séjours qui le composent. Et vous allez pouvoir revenir euh, au dossier, donc les séquences avec plus de 6 passages par jour, les séquences d'une durée de moins de 3 jours, d'une durée de plus de 100 jours. Alors cela, je dirais, c'est moins notre focus, en tout cas sur les atypies de ce qu'on vous demande de renseigner. Euh, les journées d'hospitalisation avec plus de 6 heures, donc effectivement lors de soins de personnel salarié. Donc si vraiment ça se produit, effectivement ça permet d'aller, c'est un des points que l'on contrôle, mais pas forcément celui qui est, c'est pas forcément très fréquent. On n'a pas plus insisté dessus, mais si vous avez un nombre de séjours et un taux important, bien, on vous demandera effectivement des explications et de comprendre les raisons de ces journées particulièrement atypiques. On arrive sur la fin de ce webinaire et donc le début de la phase des questions, si vous en avez. Donc, vous pouvez les poser